retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités Omar Ba, Aboubakar Lalo et notre éditorialiste Malik Acher. Place tout de suite à notre dossier du jour. Les villes du continent africain recevront au cours des 20 prochaines années pas moins de 300 millions de nouveaux habitants. Plus d'un Africain sur deux résidera en ville à l'horizon 2030. 63% des urbains africains vivent dans des bidonvilles ou habitats de fortune sans accès forcément à l'eau courante et à l'électricité. Les défis de l'urbanisation sont donc de taille pour l'Afrique, comme nous l'explique ce reportage d'Olivier Conan. Le continent africain connaît un développement soutenu depuis plus d'une décennie. Cette croissance économique a cependant du mal à être perçue parce que la croissance démographique souvent annule les effets de la croissance. En 2015, la croissance démographique s'établissait à 2,5% par an. L'une de ces manifestations, c'est l'urbanisation accélérée du continent. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'habitat, le rythme d'urbanisation oscille entre 3,4 et 4% par an. 40% de la population africaine vit en ville et le taux devrait atteindre 60% en 2040. À cet horizon, les villes africaines devraient recevoir 300 millions d'habitants supplémentaires. Selon un rapport de la Banque mondiale, en 2060, l'Afrique devrait compter 2,8 milliards d'habitants. Quel est l'impact de la croissance démographique sur l'urbanisation en Afrique? Comment loger les millions de nouveaux citadins? Quelle répartition spatiale des emplois pour réduire l'exode rural des campagnes vers les villes? Pour les professionnels de l'immobilier, les pouvoirs publics doivent anticiper la question de l'urbanisation effrénée. Loger ces centaines de millions d'Africains supplémentaires à l'assaut des villes va être problématique. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il n'y aura plus de terre et ça va créer les mêmes problèmes. Les gens seront obligés d'habiter 10, 15 ou 20 personnes par maison. Ça va créer un problème grave d'assainissement. Les calculs qui ont été faits pour les évacuations d'eau pluviale, pour les évacuations d'eau usée, les eaux vannes ne vont pas suffire et les canalisations ne vont pas suffire. Et même les routes qui ont été construites, ça a été construit en fonction des nombre de passages de véhicules, donc c'est des résistants de matériaux. Ça va créer tout un problème. Autant tout de suite prévenir que guérir. Urbanisation rime avec emploi. Toutes les personnes qui migrent vers les villes où ils naissent se retrouvent à un moment ou à un autre sur le marché de l'emploi. Pour la population active, c'est dans les villes qu'on peut trouver un emploi. Tous les pays africains sont confrontés au chômage, en particulier des jeunes. C'est pourquoi l'Union africaine en a fait une priorité dans son agenda 2063. Il s'agit donc de faire un échange d'expériences, même des échecs aussi, des pratiques qui n'ont pas bien marché dans certains pays, afin que les jeunes puissent participer d'une manière plus efficiente à l'émergence du continent africain. Dans les années à venir, les jeunes vont être un poids, risquent d'être un poids sur le plan démographique pour le continent si on y prend garde aujourd'hui. L'urbanisation galopante en Afrique étant nourrie par l'exode rural qui vide les campagnes au profit des villes, il est temps de changer de paradigme et enclencher le mouvement inverse. Les jeunes doivent être sensibilisés au fait que le retour à la terre est la solution. Le gouvernement ivoirien a annoncé avoir créé 2,3 millions d'emplois de 2011 à 2015. L'agriculture a absorbé 43,5% des emplois contre 26,7% par les services, 12,5% par l'industrie et 7,6% par le commerce. Pour les chantres de l'entrepreneuriat comme solution à l'emploi des jeunes, il faut un changement de mentalité. Des jeunes bien formés dans le domaine agricole et ils pourront s'installer en leur propre compte dans les centres ruraux. Oui, à condition qu'on y mette les moyens, qu'on les accompagne et qu'il y ait des opportunités telles que l'Internet et tous ces éléments-là, des investissements qui doivent être réalisés, donc installer des unités industrielles en fonction des matières premières et pouvoir les transformer. C'est ça la problématique. Un autre challenge posé par la croissance démographique sur l'urbanisation est constitué par le prix très élevé des logements. Les couples sont souvent obligés de s'associer pour pouvoir acquérir des logements décents. Il faut pour cela que les femmes puissent obtenir des emplois bien rémunérés comme pour les hommes. Elles sont encore victimes de préjugés qui obèrent leur employabilité. Une nouvelle constitution qui, dans son article 37, dit
que l'État œuvre à promouvoir la parité dans le domaine de l'emploi et à la prise de responsabilité aussi bien des femmes que des hommes. Alors nous avons convoqué nos partenaires qui sont les maisons de recrutement, c'est-à-dire l'interface entre les entreprises et les femmes qui sont demandeurs d'emploi, pour que nous puissions signer ensemble cette convention afin qu'ils puissent non seulement former nos femmes à être compétentes et postuler, nous faire parvenir les offres d'emploi pour que les femmes soient au courant en temps réel. L'urbanisation en Afrique implique à long terme un changement radical du schéma directeur de construction des logements. La pression sur les terrains constructibles doit amener à construire des logements sociaux et communautaires. L'architecture des villes africaines doit s'adapter en construisant plus d'immeubles en hauteur afin d'accueillir plus de monde sur une surface au sol réduite. La première solution qui va arriver, c'est de pouvoir déjà permettre à ces villes-là de construire des maisons en verticale. Déjà, ça va être très difficile de pouvoir construire des maisons individuelles parce qu'il y a beaucoup d'espaces qui seront occupés. Et en même temps, il faut évidemment ne pas sortir de l'aspect écologique, il faut respecter bien évidemment l'environnement. Pour les intellectuels africains membres des think tanks, il faut réindustrialiser l'Afrique afin de relever tous les défis. De 1990 à 2010, on a assisté à une baisse du tissu industriel africain, ce qui freine le développement économique. Sans le développement industriel, ce sera difficile pour les pays africains de créer la richesse, pour créer des emplois pour les jeunes qui sont au chômage, pour, n'est-ce pas, réduire les inégalités et réduire la pauvreté. Et de réaliser le but de transformation structurelle et transformation économique et sociale. Au-delà de l'industrialisation nécessaire pour le développement de l'Afrique, il est impérieux de valoriser l'agriculture qui est à la base de toute structure sociétale en Afrique. Les agriculteurs doivent retrouver une place centrale dans les politiques des États. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'agriculture emploie 66% de la population active, ce qui représente 22% du produit intérieur brut et génère 55% des recettes d'exportation. Cependant, les producteurs agricoles ne disposent pas toujours des moyens de contrôle des prix des produits rémunérateurs. Le kilo de cacao a baissé de 1100 francs CFA à 700 francs CFA. Cette situation est de nature à pousser les jeunes à l'exode rural et donc à une urbanisation sans cesse croissante en Afrique. Monsieur Lalo, l'urgence qu'il y a à planifier l'habitat urbain autour des problématiques que sont les transports, l'emploi, la santé ou encore l'éducation, est-ce que d'après vous, cette urgence est véritablement prise en compte aujourd'hui ? Non, elle n'est pas prise en compte. Il faut voir que les villes africaines sont récentes, sont relativement récentes. Et si vous prenez toutes les capitales africaines, ce sont des capitales qui ont été créées pratiquement de toutes pièces au début du XXe siècle, à part quelques exemples dont on peut en parler à suffisance. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui un certain surpeuplement justement de ces capitales-là, surtout de ces capitales. Moi je ne dis pas des villes, puisqu'on constate de toute façon une sorte de macrocéphalie urbaine, c'est-à-dire vous avez une grosse ville dans un pays, c'est-à-dire il y a toute une ville qui accapare tout. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous prenez le Sénégal, c'est Dakar. À part, il n'y a pas une zone d'équilibre. Par exemple, Saint-Louis avait à un certain moment été un peu le contre-coup. Mais le problème, c'est que nous avons hérité aussi de ce jacobinisme-là, de cette centralité-là, de ce centralisme. Est-ce qu'aujourd'hui les choses évoluent? Est-ce que vous sentez une tendance qui va plutôt vers la préparation de cette urbanisation, la planification de cette urbanisation? La planification, je pense qu'elle est en train de se faire. Il n'y a pas si longtemps, à Kigali, il y avait une réunion justement sur, on en a parlé, de ce qu'on appelle ces smart cities. Les smart cities, ce sont les villes intelligentes. C'est-à-dire, c'est une façon de mettre en commun pratiquement dans une ville, toutes les informations qu'il y a, à part justement le côté pratique, c'est-à-dire la gestion des déchets par exemple, ou bien l'énergie, l'eau. Mais il y a aussi cette forme de réappropriation de la ville, de sa ville. Et c'est ce qui s'est passé justement il n'y a pas si longtemps avec ces
ces 25 smart cities. Mais avant de parler même de smart city, on a des villes tout simplement, on parle de transport, de problèmes de transport, d'éducation, d'insalubrité. Justement. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt de planifier ce type de ville à l'horizon? Mais c'est ça, non, c'est-à-dire c'est cette planification qui, donc a priori, pour le moment ne marche pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, ça il faut dire les choses. De toute façon, c'est la clé du problème. C'est-à-dire tous les plans d'aménagement qu'il y a eu, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme qu'il y a eu dans tous nos pays depuis les années 60 n'ont jamais été appliqués. Et là, on est en train de voir que les villes, justement, s'étalent. Ce sont des villes qui sont plus ou moins horizontales. Donc, il y a tout un problème donc, du foncier, déjà. Donc, c'est ce qui a été dit dans le reportage, c'est-à-dire les loyers sont de plus en plus chers. Les moyens de transport, justement, n'arrivent pas jusqu'à un certain lieu. Et on voit de plus en plus, il y a certains quartiers qui ne sont même pas viabilisés. Donc, les gens, ils vont là-bas, ils s'installent dans une forme de taudis, de bidonville urbain, tout simplement. Finalement, le problème de fond, c'est-à-dire que la pauvreté rurale amène finalement à ce problème d'urbanisation. Tout le monde fuit aujourd'hui vers ces grandes villes qui aspirent en tout cas à des conditions meilleures de vie. Est-ce qu'il ne faudrait pas attaquer le problème à ce niveau-là, Monsieur Ba? Alors, j'abonde dans le sens de mon collègue pour dire que moi, quand je parle de l'urbanisation en Afrique, j'écarte d'entrée de jeu ce que j'appelle le malthusianisme urbanistique qui consiste à penser que le problème, c'est l'urbanisation elle-même. Le problème, c'est la prise en charge de cette urbanisation. Et elle est une composante essentielle de la croissance économique des pays. Et je vais vous donner un exemple qui va vous surprendre. Une ville comme Paris, le budget d'une ville comme Paris, par tête d'habitant, c'est 3 620 € par habitant. À Kinshasa, c'est 30 €. Et à Cotonou, c'est 10 €. Dans une ville comme Ouagadougou, qui compte 1 500 000 habitants, vous avez un budget qui fait la moitié de celle de la ville de Rodez, en France, qui n'a que 25 000 habitants. Le problème est donc la déconnexion totale entre le développement fulgurant de ces villes-là et leur développement économique. Parce que c'est sur un socle économique sérieux, sur des structures solides, qu'on peut prendre en charge le problème, l'accélération, le dynamisme urbain qui, me semble-t-il, n'est pas suffisamment pris en compte aujourd'hui dans nos pays. On a des mégalopoles, comme il dit, où se concentrent des gens qui viennent... On a des villes comme Kinshasa, Lagos, à l'horizon 2025, elles seront 11e et 12e plus importantes villes du monde. Bien sûr, les gens viennent en fait chercher du travail, chercher un mieux-être, alors qu'ils ne récoltent que la misère finalement. Parce que une ville, par exemple, comme Kinshasa, a été construite, vous allez rigoler, pour 400 000 personnes. Vous savez combien de personnes il y a aujourd'hui à Kinshasa? 10 millions d'individus. Ça vous donne une idée du problème dont on est confronté aujourd'hui en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des disparités au niveau des pays? Parce qu'on parle d'Afrique, mais il y a des villes, on venait de le dire tout de suite, Lagos ou Kinshasa, où c'est 11e et 2e plus importante ville, avec des taux d'urbanisation de 75 à 80%. Et on a des taux, par exemple en Ouganda ou en Éthiopie, où l'urbanisation ne dépasse pas les 20%. Est-ce que ces pays-là se préparent mieux, ou comment se passe l'urbanisation à ce niveau-là, Monsieur Lalo? Non, en général, en Afrique, l'urbanisation est assez faible jusqu'à présent, à part le Nigeria qui a une urbanisation quand même qui est très ancienne, ou bien les pays de l'Afrique du Nord donc, qui ont effectivement donc, une urbanisation très ancienne. Mais si vous prenez tous ces pays-là, le Mali, le Niger, et même le Sénégal, ça tourne autour de 20%. 20%. Et il a même été dit que, il y a un théoricien de toute façon qui disait que ce n'est qu'à partir de 60% donc de la part urbaine qu'il y a amorce d'un développement. Voilà. Et ça, on s'est rendu compte, si vous voyez, avec la Chine, par exemple, ou bien avec la Corée. Donc, ça, ce sont des exemples qui sont assez patents. Parce des modèles asiatiques à suivre voilà, pour les populations. Les villes sont des locomotives, en fait, du développement. Donc, s'il n'y a pas ces villes-là, il n'y a pas, dans l'interland, c'est-à-dire dans les villages, ce développement-là, il ne va pas se faire ressentir. Parce que tout est concentré, justement, comme je le disais, il y a ce problème d'aménagement du territoire, effectivement, qui fait qu'il y a un déséquilibre entre la ville principale et les autres.
Voilà, ce qui fait que c'est ce qu'on dit, l'indice de primatie que, effectivement, Malik connaît très bien aussi. Mais Malik, comment justement on réinvente ces villes africaines aujourd'hui? Les défis sont de taille. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité? Alors le chantier est grand. Diarra, vous me parlez de comment réinventer la ville africaine. Il faut déjà résoudre ces problématiques dont on vient parler. Vous avez étayé ici, nos deux invités ont très bien étayé la situation. Je ne reviendrai pas là-dessus. L'hypercentralisation, le modèle, je dirais, français qui a été un peu calqué sur comme M. Lalo disait, une macrocéphalie d'une ville sur les autres et qui concentre les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques. Bon. Face à cette situation, un habitat informel qui pullule juste autour de la périphérie des grands centres, il faudrait réinventer effectivement cette ville. Mais on est dans une ère, et M. Lalo le disait, de la métropolisation. C'est-à-dire que pour s'insérer dans l'économie mondiale aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir une ville puissante pour peser sur le jeu mondial. C'est le cas par exemple de Lagos, qui n'est pas forcément la capitale. Au détriment des autres villes qui peuvent aussi apporter... Et c'est ça, cette problématique, elle est là. C'est-à-dire que nous avons une problématique, c'est-à-dire peser sur l'économie mondiale via une ville phare, une ville vitrine de l'économie du pays, et essayer de cette hinterland, de ne pas, je dirais, créer un sentiment d'inégalité. D'où l'enjeu de la décentralisation, alors. D'où l'enjeu de cette décentralisation, mais décentralisation, ça ne veut pas dire juste décentralisation politique. Sur les transports, sur les centres de commandement, nous ne sommes pas obligés aujourd'hui d'avoir une ville qui concentre uniquement tous les pouvoirs. On peut avoir une ville qui, sur le plan politique, concentre un certain nombre de pouvoirs, mais sur le plan politique, on peut rééditer ce qui a été fait dans les années 70 dans beaucoup de pays africains, parce que vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui a été évoqué dans le reportage. On a créé Yamoussoukro. C'était une bonne idée, mais on n'a pas poursuivi l'idée jusqu'au bout. Et malheureusement, on se retrouve justement sur ces schémas directeurs, et vous l'avez très bien dit, et ça a été aussi dit par notre invité, ces schémas directeurs qui n'ont pas été poursuivis jusqu'au bout et qui étaient malheureusement mis en place sur le court-termisme, qui n'ont pas assez... En quelques mots, M. Lalo, pour conclure. Juste un dernier point. Je reviens sur ces fameuses smart cities, parce que c'est ça l'avenir des villes africaines. Et il est en train de se passer maintenant à Niamey, ce qu'on appelle Niamey-Niala, c'est-à-dire Niamey-la Belle, la coquette. Et effectivement, là-dessus, on a un ami qui dirige effectivement donc ce programme-là. Je pense qu'il est en train de révolutionner, de recréer, de créer la ville du XXIe siècle, la ville africaine du XXIe siècle, parce qu'il faut en même temps l'information, il faut que toutes les infrastructures suivent justement dans ces villes où souvent tout manque. On va à présent procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord en Gambie le gouvernement qui passe à l'attaque suite aux soupçons de détournement d'argent autour de l'ancien président Yahya Jammeh. Ce dernier est soupçonné d'avoir vidé les caisses de l'État en détournant plus de 50 millions de dollars avant son départ en exil. Situation toujours critique au Soudan du Sud. Pour les agences humanitaires, la fourniture d'eau potable est plus que jamais une priorité. Le risque de maladie hydrique est élevé dans ce pays en proie à des violences depuis décembre 2013. Nous allons à présent procéder à une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom sur Africa 24.